J'espère vraiment que ce film va être préventif et va aider les gens à retrouver de l'espoir, parce que c'est un film aussi, c'est une comédie, je veux dire. C'est un film qui amène de la lumière. Et c'est vrai que l'équipe du film, en faisant le film, en le voyant, on a tous revu notre façon de consommer. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce n'est pas un film sur l'alcool. C'est un film sur ceux qu'on planque au fond du verre. Sur ce qui se dit à voix basse dans les salles de bain entre deux gorgées de solitude, un film sur celles qu'on appelle courageuses quand elles arrêtent, mais qu'on traite de folles quand elles commencent. Des jours meilleurs, c'est une claque tendre, une comédie dramatique, oui, mais surtout un miroir braqué sur un tabou immense, l'alcoolisme au féminin. Pas les soirées arrosées à la Sex in the City, pas les verres instagrammables levés entre copines au coucher de soleil, non. Pas les petits rouges qui accompagnent un plateau de fromage, mais ceux qu'on boit seuls. Souvent, et parfois le matin, dans une tasse à café. Ceux qu'on cache dans le placard à balai ou qu'on descend d'un trait en douce dans les toilettes du boulot, les vraies femmes, les vraies vies, celles qu'on perd et celles qu'on récupère. C'est Valérie Bonneton, Michel Larocque, Sabrina Ouazani, c'est des mères, des actrices, des survivantes, c'est la 11e cure, la première chute, le dernier déni. C'est l'histoire de Suzanne qui oublie le frein à main et met ses enfants en danger. L'histoire de Diane qu'on reconnaît plus. L'histoire de celle qui n'est pas alcoolique, mais qui aime juste faire la fête. C'est un centre, une communauté, une course dans le désert pour réapprendre à vivre sans alcool, sans honte. Mais derrière ces visages connus, il y a deux femmes. Elsa Bennett, réalisatrice, qui co-réalise ici son premier long métrage de fiction avec une précision sensible et une bienveillance qui ne lâche jamais ses personnages. Elle cadre ce film comme on tient une main. Et Vanessa Jian, productrice, fondatrice de Die Die Film, pour qui ce sujet est une histoire de famille. Une douleur transmise, une mémoire vivante, un duo de femmes qui racontent les femmes, leur lutte, leur fuite, leur rechute, mais surtout leur force. Ce film est un début de réponse. Il est sorti en salle le 23 avril, et moi, j'ai pleuré et j'ai ri, souvent les deux à la fois, parce que je m'y suis vue bien en face. Dans ces silences qui hurlent à l'aide, dans ces douleurs noyées dans des litres d'oubli et qu'on n'oublie malheureusement plus, j'étais en apnée tout du long, avec cette envie féroce qu'elles s'en sortent. Le vertige des rechutes, la fatigue de la honte, cette souffrance-là, je la connais par cœur. Et elle m'a traversée encore, ce film m'accueillit et touchée, là où je croyais déjà être guérie. Et moi, j'ai la chance de recevoir celles qui l'ont portée, dans tous les sens du terme. Alors, bienvenue Elsa et bienvenue Vanessa. Merci. Merci beaucoup. C'est en tout cas ce que j'ai écrit est à la hauteur de ce que j'ai ressenti, comme je te l'ai dit, Elsa. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Non, c'est très beau, c'est très impressionnant la manière dont tu en parles, la plume que tu as. Enfin, c'est nous qui allons pleurer. J'ai l'habitude de demander à mes invités qu'est-ce que l'addiction pour eux. Est-ce que vous auriez toutes les deux ou une seule, celle qui a envie me dire ce que c'est pour toi, l'addiction par exemple, Elsa? L'addiction, c'est comme un terrain en fait, le terrain de la sensibilité, le terrain émotionnel. C'est la manière dont on se connecte au monde. En fait, je crois que c'est comme une sorte de millefeuille de vie. C'est un agglomérat de beaucoup de choses accumulées dans une vie. On se rend compte évidemment que souvent les addictions cachent des traumas, des douleurs, et en fait ça parle aussi d'une sensibilité particulière. Ça parle d'un rapport au monde, d'une manière de déchiffrer le monde qui est peut-être un peu unique aussi. Voilà, la manière d'avoir sa place dans le monde, la manière de se voir soi-même aussi. C'est lié très fort à l'estime de soi, je pense. On a eu un thérapeute, Melchior, qui nous a dit que l'addiction, c'est une lecture particulière de la vie. Ouais, de la vie et du monde et des autres, je pense. Et en fait, qu'est-ce qui fait, en effet, moi je me dis toujours, c'est vrai qu'on a toujours des groupes de copains avec un ou une qui bascule. Pourquoi ? Quel est son terrain addictif, justement, d'où ça provient ? On se pose toujours la question des fragilités des personnes. L'addiction, elle n'est pas vis-à-vis d'un produit. Je veux dire, c'est le produit qu'on rencontre dans sa vie. Ça peut être l'alcool, parce que l'alcool, c'est légal et que c'est facile, mais ça peut être autre chose. Ça peut être affectif, ça peut être la nourriture, ça peut être... Enfin, je veux dire, on peut parler de toutes les addictions. Ce qui est important de dire, c'est pourquoi on n'arrive pas à tenir debout tout seul, en fait. C'est parfait.
Il y a quelque chose à ajouter peut-être? Non, moi j'ai envie de dire, avant je pensais que c'était lié à qu'une catégorie de personnes, et aujourd'hui au temps des écrans, j'ai l'impression qu'on est tous addicts, que ça nous a tous rendus addicts, mais c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet parce que je pense que peut-être que ça va amener nos enfants à beaucoup d'autres addictions puisque en fait ils vont stimuler leur circuit de la récompense en permanence, donc on le dérègle et donc il y a un besoin de dopamine de plus en plus fort. Et s'ils n'ont pas les écrans, ça sera autre chose. Et peut-être qu'aussi besoin d'augmenter les doses. Donc je pense que non, c'est pas un autre sujet du tout. Je pense que c'est même un sujet majeur. Évidemment qu'à un niveau, si on ramène ça à quelque chose de plus physiologique, voilà, c'est le système de la récompense et non, de mais la ta dopamine. définition était parfaite. Mais voilà, j'essayais de l'avoir de manière un peu plus holistique. Ah non, mais parce que c'est une réalité. C'est un manque qui est toujours là, avec lequel on peut pas fonctionner. Et donc c'est cette béquille-là, quoi. Tout à fait. L'être humain est quand même très... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas non plus le réduire à ça. Il y a quand même dans l'addiction, il y a aussi cette part physiologique. Oui, mais tu as très bien dit plusieurs facteurs. Oui, mais c'est vraiment aussi ce qu'on nous explique dans les centres, c'est-à-dire vraiment le problème de la dopamine, justement, et du système de récompense, et qu'à un moment donné, le cerveau n'est plus alimenté en dopamine, il ne la fabrique plus. Et donc, il va mettre 3 mois à la refabriquer après un sevrage. Et donc, ça aussi, ça joue énormément. Alors, en fait, c'est pas évidemment l'origine de l'addiction, mais ce que je veux dire, c'est que ça la fait perdurer, en tout cas. C'est-à-dire que c'est là qu'on perd le contrôle de sa vie, qu'on perd le contrôle de son corps. Justement, tu racontes ce qu'on t'a expliqué dans les centres. Comment est-ce que c'est... En fait, ce film, d'abord, il est écrit par toi ? Alors oui, il est écrit par moi, par Hippolyte aussi, et Louis-Julien Petit, avec qui j'ai eu une très belle rencontre. Je pense qu'on va continuer à écrire tous les deux. Voilà, et de prochains projets. Oui, Louis-Julien Petit, pardon. Voilà, et ça a été vraiment pour moi la rencontre sur le film, parce que on a eu une association de cinéma, en fait, c'est-à-dire qu'on voyait les choses vraiment de la même manière, on voulait emmener le film au même endroit. C'est ça qui était essentiel, en fait, dans notre rencontre. Et parce que je connais pas du tout le monde du cinéma, donc on dit réalisatrice, souvent le réalisateur a écrit. Dans le cinéma français, oui, c'est souvent les réalisateurs sont auteurs-réalisateurs. Ok. Et quand est-ce que la productrice ou le producteur rentre en jeu? C'est en amont? Alors, Elsa le raconte assez bien. Non, mais en fait, nous, on doit tout à Vanessa. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a porté le film. Enfin, nous, on l'a porté évidemment à bout de bras aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est elle quand même qui a cru au sujet, qui s'est engagée dans ce sujet au départ et qui a voulu le porter jusqu'au bout. Je pense que peut-être si on avait été dans une grosse production et qu'on avait subi les échecs qu'on a subis au début à cause du sujet, parce que c'était difficile de le financer, ce film, oui. Peut-être que plusieurs personnes auraient abandonné. Et juste, Vanessa, elle abandonne jamais, en fait. Donc, elle y croyait vraiment depuis le départ. Et l'État ne subventionne pas ce genre de projet, par exemple ? Non. Ah non, pas du tout, non. Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est complètement financé comme un film classique. D'ailleurs, c'est un film assez drôle, Vous avez du marché. Quand même par l'État, oui, on a essayé d'entrer en contact avec le ministère de la Santé. Tout ça, c'est très compliqué. Parce que la Mildeka qui nous subventionne, nous, moi j'ai vu qu'elle a aidé des documentaires de films, Pour être heureux, par exemple, un film sur l'alcoolisme. Ouais. Oui, les documentaires, je crois qu'ils ont plus de facilité. Puis on parle pas des mêmes budgets. Un documentaire, c'est 200 000 €. Un film, on est entre 4 et 5 millions. Donc non, on a été financé plutôt bien, suivi après un long chemin. Parce qu'en fait, quand ils m'appellent, ils ont un scénario. Ils le savent pas, mais moi, je suis touchée personnellement par le sujet. Ma belle-mère souffre d'alcoolisme depuis une dizaine d'années, sévère. Et ma grand-mère est décédée de ça. Mais ça, ils sont pas au courant. Donc, quand ils me parlent de l'alcoolisme, forcément, et je me dis, une comédie, en plus, c'est bien. Parce qu'il faut en parler de manière large, que ça touche beaucoup de gens, en fait, que ça ne devienne pas un sujet dur, où peu de gens ont envie d'y aller, qui va peut-être faire les festivals, mais moi, c'est pas ça qui m'anime, en fait. Pas du tout sur ce sujet, en plus. Donc, je me suis dit, une version de scénario. Moi, j'avais appris avec Alain Goldman que quand on recevait une version de scénario, ça allait plus vite. Donc, je me suis dit, ils ont une version de scénario. Je suis bloquée pour aller à Cannes, dans le train. Je le lis, le jour même, je crois. Je lui réponds le lendemain. Il faut savoir que quand les gens ont envie, ils lisent vite. Quand ils prennent du temps, en général, c'est jamais un très bon signe. Et après, ça a mis beaucoup de temps.
En fait, quand on a commencé à chercher le financement sur cette première version de scénario, je suis tombée enceinte. J'ai appelé Elsa, je lui ai dit qu'est-ce que je fais ? Elle me dit tu gardes cet enfant évidemment. Et le Covid est arrivé et il a 4 ans et demi. Ça remonte, il a 4 ans et demi aujourd'hui cet enfant. Non, mais moi, je vois ça dans le cinéma. J'ai des amis dans le cinéma qui me racontent que c'est des projets, ça fait 6 ans qu'ils m'en parlent. Et à la fin, ils me disent ça va pas se monter. Enfin, il y a toujours ce risque-là qu'un projet, ça prenne 5 ans, 10 ans de ta vie et qu'il ne se passe rien. Là, ça a été 6 ans et c'est vrai qu'avec aucune certitude que le film existe un jour. Donc, il faut vraiment continuer à se battre et y croire au-delà de tout, en fait. C'était ton combat à toi, en tout cas. C'est un sacré combat. Mais oui, puis elle a été formidable. On est fait un peu du même bois. Non, mais on a travaillé pendant 2 ans sur le scénario, sur le casting, le montage financier, voilà. Moi, j'ai ma belle-mère qui décède, quand même, qu'on retrouve dans la piscine. Mon père m'appelle en me disant, voilà, elle est morte. Donc, elle est morte d'alcoolisme, vraiment. C'est-à-dire, elle s'est noyée parce qu'elle était ivre. Après avoir bu 1 litre de whisky, ouais. Voilà. Et du coup... quelques mois, enfin je sais plus, même pas 1 ou 2 mois après, je suis encore au bord d'une piscine, à faire un barbecue, à une autre piscine et tout ça, mais il y a Louis-Julien Petit qui est là, avec qui j'étais assistante, qui a jamais coécrit un scénario. Il fait pas ça, il fait ses projets à lui. Et il me dit qu'est-ce que tu fais tout ça. Je dis écoute, j'ai un scénario génial sur l'alcoolisme. Vu qu'on se voit là, toi t'es spécialiste dans le film social, est-ce que tu veux bien y jeter un œil ? Mais vraiment c'était pas est-ce que tu veux coécrire tout ça, juste est-ce que tu veux bien regarder ? Il le lit vite. Il m'appelle le lendemain. Il me dit franchement. C'est génial, il y a plein de trucs géniaux. Enfin, ils ont fait un super travail et tout ça, mais vous n'êtes pas encore au bon endroit. Je veux bien faire des consultations. Parce que moi, je coécris pas et tout ça. Et puis, en plus, c'est pas ma place. Ils ont déjà vachement travaillé. Et puis, au fur et à mesure des consultations, ils se sont tellement bien entendus, ils ont tellement bien travaillé ensemble qu'il est devenu co-scénariste du film. Okay. Il en est même devenu ambassadeur. C'est-à-dire qu'il est venu à l'Alpe d'Huez avec nous. Il est allé à Grenoble pour présenter le film. Il a beaucoup d'humour. Et en fait, ils se sont vraiment trouvés tous les deux. Et pourtant, ça n'a pas été facile pour elle, parce que ça faisait 2 ans qu'elle travaillait sur le projet. Donc, on est reparti on a tout... C'est vrai, tout réécrit. Ouais, tout réécrit. Ouais, tous les deux, ouais. Voilà. Tu avais déjà en tête les acteurs ou ça vient bien plus tard? Alors, non, mais en fait, l'histoire, elle existait déjà. Enfin, il y avait déjà le rallye des gazelles, le centre, nos 3 personnages, Denis. Enfin, il y avait quand même toute la structure. Mais c'est juste que, en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est que en fait, moi, j'avais développé, avec Hippolyte, on avait développé vraiment les 3 personnages dès le début du film. Et en fait, là, avec Louis-Julien, on a décidé, il a eu cette très bonne idée de commencer à rentrer dans le film par Suzanne. Oui. Voilà. Et c'est vrai que le fait de suivre vraiment un personnage en particulier, je crois que c'est ça qui nous met vraiment en empathie. Je trouve aussi. Ouais. Je trouve aussi parce que c'était la très bonne idée. Et pourtant, elles sont extra, les 2 autres aussi, puis surtout même les autres aussi. Actrice participante. Mais pareil, dans l'alignement des planètes, tout d'un coup, elle finit sa version de scénario. Donc, on rentre en casting. Hein. Dans le cinéma, c'est comme ça. On fait une version de scénario. Quand on en est content, on va d'abord chercher le casting, puis après le financement. Et elle va à une soirée de production. Et bim, elle tombe sur Valérie Bonneton, qui est son rêve, de faire tourner Valérie. Et elle lui dit, et Valérie, je crois, enfin ça c'est toi qui peux en parler plus que moi, parce que c'est toi qui l'as vécu, mais... Ouais, donc je revois Valérie, moi j'avais travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça avec elle 20 ans avant, et je lui dis, écoute Valérie, voilà, il faut que je te parle d'un projet, est-ce que tu as envie de lire ce scénario, ça parle de l'alcoolisme féminin, et elle, je vois bien que je tombe à un moment de sa vie où elle a envie de prendre un virage, en fait, de sa carrière de comédienne. Elle a envie de faire d'autres choses, elle a fait beaucoup de films de comédie. Elle vient du conservatoire, elle a fait aussi beaucoup de théâtre et en fait, elle a envie de revenir à ça un peu. Et donc, elle me dit, mais bien sûr. Et puis, voilà, elle lit et c'est parti. On commence le casting et on a déjà notre actrice principale et on sait que Valérie Bonneton est extrêmement aimée et que ça va aussi beaucoup aider à accepter ce personnage qui un peu défaillant entre guillemets quoi. Oui, parce qu'elle est rentrée dans les maisons vraiment Valérie, je trouve qu'on a l'impression que c'est notre voisine, mais voilà copine. Exactement, et tout de suite on est en empathie avec elle, avec tout son histoire et en fait on ne la juge pas parce que on l'aime quoi, il y a quelque chose on traverse cette histoire avec elle. On va rentrer un peu plus dans le film, puisque le sujet qui nous intéresse au-delà de... Moi, je trouve ça passionnant, parce que je ne connais rien du tout au cinéma. Et à chaque fois qu'on me raconte des choses, je me dis, c'est tout ce que je ne pourrais pas faire. C'est-à-dire, il faut de la patience, il faut de l'acharnement. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire, moi,
je baisse les bras très facilement. Je suis pas du tout une battante. Non, c'est vrai, on croit toujours qu'on est battant quand on sort de l'alcoolisme et tout. Au contraire, on lâche prise et on abandonne. Ouais, mais c'est pas forcément vrai parce que en fait, on est un battant quand c'est une nécessité, quand on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, moi, ce film, il fallait qu'il aille au bout. Oui. Et je me suis pas donné le choix, en fait. C'est tellement fragile. Ouais. Parce qu'il y a vraiment eu le moment où les étoiles se sont alignées. Ouais. Et tout je à les ai coup, fait descendre à Cannes. Je dis, il faut que vous reveniez, il faut qu'on fasse ce déjeuner. Enfin, on a fait tout pour... Et puis, c'est super parce que France 3 Cinéma, Cécile Négrier et Marie de Lusigny nous ont suivis. Ils ont déjeuné avec eux sur la terrasse à Cannes. Enfin, tout d'un coup, il y a eu un truc où, ça y est, on y était, quoi. Le film allait se faire. On sentait que c'était... Et ce qui est fou, c'est que c'était donc 5 ans déjà en arrière. Et en revanche, en un mois ou deux, tout à coup, tout se passe. C'est-à-dire que ça s'accélère. On est en juin et on va tourner en octobre. C'est fou. Tout à coup, c'est un miracle, en fait, quand ça se fait comme ça. Exactement. J'en ai conscience. C'est un miracle. Ouais. Donc, ça veut dire que ce film devait exister. Et donc, qu'il a sûrement une mission. On va sûrement déjà aborder le début, c'est-à-dire comment... dès le début, tu t'es dit que tu allais filmer cette héroïne. Est-ce qu'il y avait aussi cette nécessité de ne pas le rendre beau aussi, l'alcoolisme, trop poétique et pas trop cru non plus? Ouais. Bon, y a beaucoup de flou, on a l'impression que tu filmes avec ta respiration, quoi. Il y a quelque chose d'hyper intense. En fait, en mise en scène, moi, je voulais être vraiment à l'épaule et proche des personnages, être vraiment assez organique dans la mise en scène. Je voulais pas d'effet de caméra, pas d'effet de mise en scène. Il fallait être aussi réaliste que le sujet. Après, évidemment, voilà, les comédiennes nous ont fait un cadeau incroyable de se mettre à nu comme ça, quasiment pas de maquillage ou alors du maquillage, mais pour augmenter les signes de l'alcool. Mais c'est vrai que voilà, il fallait que la caméra soit aussi juste que le sujet, en fait. Voilà, donc c'était important d'être proche, c'était important de pas romantiser le sujet. Et c'est très réussi parce que les scènes d'alcoolisme, en tout cas où elle boit, ces moments-là, parce qu'il n'y a que elle vraiment qu'on voit boire, hein. Elles sont tellement réalistes, quoi, tellement. Et puis ce jour-là où elle arrive au boulot et qu'elle s'effondre, il y a vraiment ce truc-là. On connaît tous, nous, qui avons vécu des périodes de longue durée où on tient bon, on fait semblant. À ce moment-là où tu peux plus en fait faire semblant. Et donc pareil que toi, tu n'avais pas le choix que d'aller faire ce film. Elle n'a pas le choix que d'aller se soigner parce que il faut qu'elle récupère la garde de ses enfants. Voilà, elle est arrivée à ce déclic. Exactement. Mais donc il y a cette femme-là qui est Madame Tout le Monde, en fait, mère de 2 enfants, qui aime ses enfants plus que tout. 3 enfants, pardon. Pas de problème. Ouais, ils sont 3 garçons bien comme il faut. Ouais. Et puis à côté de ça, on a justement, j'ai bien aimé qu'il y ait ce personnage public. Donc c'est une actrice d'un certain âge quand même, donc Michèle Larocque, qui est pas au sommet de sa gloire, mais qui est connue. Et donc ça aussi c'est important parce qu'on en croise beaucoup de gens qui ont consommé sur leur notoriété. C'est pas tout le temps on te dit les paillettes et tout. Moi je trouve que c'est important ce sujet-là. Ouais, ou qui sont aussi passés à côté de leur vie à cause de l'addiction. Exactement, et de leurs enfants. Parce qu'elle, c'est ce qu'on voit surtout. Ouais. On a vraiment cette impression qu'elle a. C'est à cause de ses enfants, à cause de ses enfants, de sa fille aussi. Mais on le comprend. Bon, on va pas spoiler ce merveilleux film. Et aussi le personnage de la jeunesse, de la fête, qui va s'avérer beaucoup plus complexe parce que finalement, elle n'aime pas juste faire la fête, elle a des traumas sévères. Oui. Donc ces 3 personnages-là, pour vous, ils représentent vraiment à peu près tout ce genre de personnes qui peuvent boire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir exploré vraiment l'alcoolisme avec ces 3 personnages, ou est-ce que vous sentiez qu'il vous manquait des choses, quoi? Non, mais je veux dire, évidemment que ça pourrait être à l'infini, mais on a aussi le personnage de Chantal. Voilà, on en a rencontré aussi des femmes comme ça dans le... Non, aucun problème. Non, mais c'est vrai. Je veux dire par là que des femmes qui sont dans les centres pour ne pas être dehors, qui continuent à garder le contact avec des gens pour pas être entièrement seules, ça existe aussi dans les centres. Et c'est vrai que ça, c'est très fort. Et en fait, oui, j'ai voulu raconter la solitude des femmes aussi. Parce qu'aujourd'hui... C'est surtout ça qu'on sent, en fait, la honte, la solitude. Ouais. Donc, l'invisibilité. L'invisibilité et le jugement aussi. Donc, non seulement ce qu'elle voit, mais ce que les gens voient d'elle. Exactement.
Et donc, oui, alors c'est vrai qu'on peut pas évidemment parler d'une typologie de femmes, et j'ai pas spécialement de réponse sur la typologie de femmes qui peuvent tomber dans la dépendance. Il y en a pas. Chaque histoire est unique. Non, mais en plus, j'ai un peu merdé parce que toutes les autres femmes autour. On a vraiment, elles sont géniales. Oui. En fait, elles sont géniales, et même au fur et à mesure, quand on voit qu'elles vont peut-être pas faire le rallye, on a un peu les boules. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Non, mais après, il faut pas spoiler. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que oui, c'est assez délicat ça, l'écriture d'ailleurs, parce que on veut pas dire tiens, voilà, c'est tel type de femme qui va tomber dans l'alcoolisme. Justement, c'est l'écueil qu'il faut éviter, comme si on cherchait des raisons à l'addiction. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit bien qu'il y en a pas forcément. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et surtout, je veux dire, ces 10 femmes du centre, ça aurait pu être 10 autres. Enfin, je veux dire, quand je dis que c'est à l'infini, c'est que chaque histoire est unique et qu'à un moment, il faut choisir des histoires pour ces personnages, en fait. Complètement. Voilà. Mais même l'histoire de Denis, Clovis, voilà. Elle de Clovis Cornillac, elle est magnifique, cette histoire. On comprend aussi au fil. Enfin, c'est ça. On spoil pas non plus. Alors là, on comprend à la fin. Non, mais d'avoir choisi La Paire et Danse, c'est quelque chose qui vient de toi, Elsa, ou de votre De quoi, écriture. les patients experts? En fait, La Paire et Danse, oui, le patient expert, quelque part inspiré des Alcooliques Anonymes, même si ça l'est pas, puisqu'il n'y a pas de... Mais quand même. Ce qui est inspiré, c'est que c'est un addict qui aide un autre addict. Ouais. Et qui, moi, ça l'aide. Si c'était quand même vraiment inspiré, même s'il y en a dans les centres, mais j'avais envie de faire ce clin d'œil aux Alcooliques Anonymes, parce que je sais que c'est quand même un système qui fonctionne extrêmement bien, qui est hors des contingences médicales. Et en fait, moi, ce que je voulais raconter là, c'est la force du collectif, du groupe humain, en fait, à quel point les gens, en fait, à partir du moment où ils arrivent à se reconnecter aux autres, ils se reconnectent déjà à la vie, en fait. Et c'est un message aussi de dire qu'on peut pas s'en sortir seul. C'est ça que les gens vont voir. Et quand je vois la force des Alcooliques Anonymes ou des narcotiques anonymes, à quel point ils arrivent à se souder, à s'entraider, moi, ça me donne la chair de poule, parce que je me dis, il faut jamais oublier à quel point l'altérité est importante dans la vie, et que c'est de la maladie et que du même lien, si on se sent seul, voilà, il faut retrouver cette confiance, quoi, dans l'autre. Et donc, vous avez quand même dû vous immerger dans des immerger plutôt, dans des groupes. Est-ce que vous avez été dans des groupes de narcotiques anonymes? Est-ce que vous avez été dans des centres? Vous avez pris tout. Pendant combien de temps vous avez étudié? Moi, je suis allée plusieurs fois dans les groupes de narcotiques anonymes, même pas que en France, aux États-Unis, en Inde. Je suis allée dans des groupes de AA, bien sûr. Je suis allée dans des centres, vraiment spécifiquement pour le film, et on a fait venir tous nos comédiens dans les centres. Même les seconds rôles, enfin voilà, j'ai vraiment tenu, parce que c'est pas du tout la même chose de voir les personnes dans un centre et de connaître des personnes dépendantes. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le parcours de soins, et de voir en fait tout ce qui est mis en place, et puis l'état dans lequel les personnes arrivent, leur trajectoire et tout ça, et puis ce qu'elles peuvent délivrer aussi, parce qu'on a eu des entretiens individuels avec des femmes qui avaient... En fait, ce qui est fou, c'est de se rendre compte surtout de tous les stratagèmes que les personnes sont capables de mettre en place pour l'addiction, pour leur propre addiction. À quel point ça prend toute la place, à quel point même les enfants, les maris, les femmes, la famille, à quel point tout ça, à un moment donné, est mis à distance, parce que la seule option, c'est de répondre à cette addiction, parce que c'est physiologique, en fait, et c'est la maladie. Et donc c'est ça qui est vraiment incroyable à lire dans les centres, c'est ces rencontres-là, et de voir jusqu'où les gens sont capables d'aller, et jusqu'où ils sont capables de se détruire, en fait. Et c'est très important, ça, qu'on le voit, qu'on l'entende. Et c'est vrai que les comédiens, évidemment, quand ils ont vu des gens de 20 ans être tellement fatigués, parce qu'ils avaient commencé à boire à 12-13 ans, et à 20 ans, ils sont déjà épuisés de leur addiction. Même pas pouvoir frapper dans un sac de sable ou sauter dans un petit cerceau, parce que non, mais il faut le voir. Je veux dire, ça, on n'y a pas accès, sauf dans les centres. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur du sujet. Et donc, voilà, c'était très important. Enfin, c'était essentiel d'y aller. Et puis, ça a été un peu difficile au début d'avoir accès. Et grâce à Laurence Côté que tu as rencontrée, je te laisse parler de Laurence, parce que Laurence, qui inspire le personnage de Suzanne, c'est elle vraiment qui nous a ouvert les portes de cet univers qui est assez fermé. C'est pas si évident que ça de rentrer pour aller se documenter, en fait. Il y a eu un personnage qui a inspiré Suzanne. Oui, alors en fait, nous, ça faisait quand même... Vanessa, ça
ça faisait 6 mois qu'elle avait mis toutes les personnes à la prod en recherche de centres pour qu'on puisse y accéder. Et c'est vrai qu'on avait des refus partout parce qu'il y a l'anonymat, parce que c'est quand même des personnes extrêmement fragiles. Nous, on vient faire un film. Enfin, oui, c'est pas la vraie vie. On n'est pas là, voilà, on n'est pas au bon endroit. Même si j'espère vraiment que ce film va être préventif et va aider les gens à retrouver de l'espoir, parce que c'est un film aussi, c'est une comédie, je veux dire. C'est un film qui amène de la lumière, c'est un film qui amène... Non, mais franchement, c'est vrai, c'est plus dur que de rentrer dans les soirées à Cannes, de rentrer dans les centres. Ouais, exactement. Et donc, c'est vrai qu'on était un peu inquiets là-dessus. Et puis, en fait, Vanessa a trouvé... c'est Violette, mon assistante, Violette Guzil-Prax. Qui a trouvé. Violette a trouvé le contact de Laurence Cotet, qui a inventé Janvier Sobre, qui a une association qui s'appelle Addictel. Et donc, elle, c'est un peu l'histoire de Suzanne. C'est-à-dire qu'elle avait un poste chez Vinci, elle perd son mari, elle tombe dans l'alcool pendant des années, et un jour, elle s'effondre devant 600 personnes. Voilà. Et là, c'est le déclic. Parce que, après, je dévoile rien, enfin, je veux dire, elle a parlé de son histoire dans les médias. Marjorie m'avait envoyé pour que je m'invite, c'est ça. Et je n'avais pas relevé, bien sûr. Et donc, c'est vrai que... Quand je sens là un petit énervement à ma droite. Et cette femme, elle est très frontale par rapport à la maladie. C'est-à-dire que nous, elle nous a énormément aidés dans la vision et la mise en mots de ce que c'est que la maladie alcoolique. Parce qu'elle a bossé beaucoup. Déjà, c'est sa deuxième vie en fait. Ouais. Elle anime des groupes de femmes. Elle est partout, dans tous les centres. Elle connaît tout le monde. Elle est dans tous les centres d'addictologie. Elle se bouge énormément pour faire parler du sujet, pour essayer justement de briser le tabou. Elle aussi à sa manière. Donc et elle a été un pivot dans cette histoire parce que déjà elle a porté un regard sur le film très spécifique sur plein de détails de la vie des personnes qui font ce parcours de soins, par exemple les tremblements, l'histoire de la photo. Alors ça, moi, j'ai vraiment tout du long, je me suis demandé comment on apprend à trembler comme ça. Enfin, puis elles ont vraiment cherché. Elles ont demandé à Laurence, est-ce qu'on tremble comme ça ou en latéral ou de haut en bas. Elles se sont vraiment documentées, inspirées. Ça les travaillait énormément. Je me rappelle de Sabrina à la loge maquillage qui était là, qui disait mais faut pas que je trahisse, faut vraiment que je sache, faut que je demande, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que le maquillage ça va, pas trop, pas assez. Enfin, elle voulait même elle s'est fait ronger les ongles pour montrer qu'elle était stressée, angoissée, anxieuse et tout ça. Complètement. Ça se voit sur toutes les parcelles du corps en général, l'alcoolisme. Exactement. C'est une maladie particulière dans le sens où il y a des drogues qu'on voit moins. Ouais. Et l'alcoolisme, ça se voit quand même. Ouais. Ça se voit. Les gens ont dit qu'il a une tête d'alcoolique, mais c'est vrai que souvent ça se voit. On sent qu'elle se laisse aller. C'est vrai qu'il y a plein de détails dans le film, par exemple, quand Suzanne dort tout habillée. Voilà, ça typiquement, c'est en fait la base. On ne le lit pas vraiment dans l'image parce que c'est fait de manière un peu invisible, mais c'est tous ces détails-là en fait qui existent dans le film. Et ça, c'est aussi Laurence Cotet qui nous a parlé d'elle, de son expérience, de son vécu, de l'endroit où elle était allée, sans phare. Et en fait, quand quelqu'un vous livre son histoire comme ça, de manière aussi intime. Voilà, c'est un cadeau incroyable et elle nous a beaucoup aidé aussi à la préparation des comédiennes. Elle a vu chaque comédienne pour lui raconter son histoire, pour lui raconter, C'est tellement réaliste que moi, parfois, certaines comédiennes donc secondaires, je me suis demandé si c'était pas des filles que vous aviez pris dans les centres. Oui, ça, on me pose la question à chaque fois. Mais c'est toutes des comédiennes. C'est toutes des comédiennes. Moi, j'adore celle qui, la brune qui a les cheveux courts, qui vraiment, on a l'impression au début que pour elle, c'est genre, je bois. Linda. Ça sera toujours comme ça. Comment on peut ne pas boire, quoi. Stéphanie Chameau. Et ça, je trouve que ça reflète beaucoup aussi des endroits de la France aussi où on a été habitué comme ça à boire le matin. Mais dans tous les milieux. Tous les milieux. Je veux dire, ce petit rite initiatique à l'adolescence, quand on a 12-13 ans, de commencer à goûter des vins, des alcools et tout ça, c'est dans toutes les familles. Où les enfants, ouvre la bouteille, on apprend à servir un tire-bouchon. Non, mais c'est tous ces petits trucs-là qui incitent, en fait, parce que c'est vrai que
personne n'imagine qu'un jour on puisse basculer dans l'alcool, parce qu'il y a aussi le côté très festif, très chaleureux de l'alcool. Ou alors c'est parce que les parents sont déjà des alcooliques aussi. Dans le déni, beaucoup. Non, mais ça arrive souvent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas non plus forcément conscience du terrain addictif des gens qui nous Bien entourent. Sûr, c'est vrai. Donc, on les voit pas vivre seuls, je pense que... Voilà, exactement. On ne sait pas ce qu'ils vivent dans leur intimité. Ouais. Complètement. Moi, par exemple, j'ai ma grand-mère. En fait, j'ai dédié le film à la fin, donc à ma grand-mère et à ma belle-mère. Oui. Et ma grand-mère en est décédée aussi à 74 ans, de mémoire. Et j'avais 16 ans et je ne savais pas du tout qu'elle était alcoolique. On allait faire les courses toutes les deux ensemble dans Paris. Et elle allait toujours chez Nicolas avant d'aller chez Franprix. Elle donnait son petit caddie à Nicolas. Et moi, j'étais une gamine de 18 ans. Et après, on allait chez Franprix. Et je ne comprenais pas pourquoi on achetait le coca chez Nicolas. Parce que c'était quand même vachement plus cher. Et après, elle repartait avec son petit caddie, puis elle se baladait toute la journée avec son coca dans la main. Voilà. Et j'ai découvert à 16 ans qu'en fait, elle était alcoolique et qu'il lui remplissait de whisky son caddie. Et je ne m'en suis jamais rendu compte. Wow. Voilà. Et elle était comment, son attitude dans la vie ? Non, c'était une gentille grand-mère. Elle était souvent fatiguée, effectivement. Maintenant, quand je relis l'histoire, elle s'est pas occupée tant que ça de moi. Donc, mais c'est vrai qu'on passait beaucoup d'après-midi devant les feux de l'amour. Et puis elle était avec son coquin en train de regarder les feux de l'amour. Donc je pense qu'elle était torchée. Mais je ne savais pas. Mais après, quelle est son histoire ? Ah, pourquoi elle est... aucune idée. Alors, je vais te dire, là, il y a un tabou, un déni, un non-parole de rien, je sais pas. Parce que nous, quand même, dans les centres, les médecins nous ont quand même raconté que 70 à 80% des femmes dans les centres ont subi des abus, par exemple. Donc, quelle est l'histoire de chacun ? Et hier, j'en discutais aussi avec une des infirmières d'un centre. Elle m'a dit, pour les hommes, c'est pareil. Ah bah, bien sûr. Dans la globalité, c'est des traumas sévères dans l'enfance. Et c'est des trucs, mais ça peut aller de la maltraitance à l'inceste, évidemment, et puis à l'abandon. Beaucoup de gens qui ont fini dans des familles d'accueil. Ouais. Mais il y a aussi des trucs entre frères et sœurs, beaucoup de grands frères, de petites sœurs, de trucs. C'est un truc, mais moi, au début, j'étais là, je peux pas rester là. Et puis, c'est pas mon histoire, en plus. J'ai un problème d'identification sévère. Ah oui. Et en même temps, on trouve notre légitimité de toute façon à être là, parce que ce qui est important, pendant longtemps je me suis dit c'est pas pareil. Et puis je consomme pas pareil, on est face à des héroïnomanes, des choses, on a l'impression que nous c'est mieux, ou qu'on a une famille stable et tout, et finalement ce qui nous rassemble c'est cette consommation et les conséquences de la consommation. Ouais. Voilà. Et on va tous sûrement perdre la garde de nos enfants si ça continue, ou si c'est pas déjà fait. C'est ça. Et puis on va s'effondrer devant 600 personnes. C'est l'antidépresseur en fait, de la consommation. Et puis c'est le cercle vicieux, quoi. Parce que les enfants ils vont en foyer, et puis ils ont connu l'alcool, et puis voilà, le truc se répète, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le fait d'aller en cure ou d'aller dans les narcotiques anonymes, en tout cas de vouloir se rétablir, puisqu'on nous dit souvent qu'on n'est pas coupable de cette maladie, mais qu'on est responsable de s'en soigner. Souvent, c'est des générations et des générations qui ne se sont pas soignées et qui ont fait ces dégâts-là. C'est chouette parce qu'il y a, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va briser la chaîne. Et je pense que c'est ça qui est magnifique dans le rétablissement, dans la sobriété qu'on va aller chercher. C'est surtout d'aller rétablir quelque chose et réparer. En fait, c'est pas du tout l'alcool le problème en soi. C'est vrai que l'abstinence, c'est le sujet. C'est-à-dire, ce qui est évidemment compliqué, c'est de ne pas réussir à consommer de manière modérée. Voilà, c'est la question, en fait. C'est cette impossibilité, c'est cette obligation à être dans l'abstinence totale. Et moi, quand je m'identifie, je me dis, c'est vrai que ça doit pas être simple de retourner dans des fêtes, comment on s'amuse, comment... Alors toi, justement, dans l'abstinence. Quel est ton rapport avec ce sujet? Moi, ça me touche personnellement, dans ma famille très proche. Donc, moi, je me suis plutôt construite un peu contre. Donc, je bois pas beaucoup, évidemment. Et j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué à l'alcool, et j'ai des limites qui sont très claires, en fait, dans mon cerveau. Je peux pas me mettre dans un état d'ébriété. Je peux pas perdre le contrôle, en fait. Mais c'est comme ça. Est-ce que du coup, tu as développé d'autres addictions? Au travail. Ah ouais. Remplir. Ouais. L'agenda. Ouais, la peur du rien. Ouais, ça oui. Et toi, Vanessa? Oula,
Non, mais moi, c'est surtout, je voulais reparler de la sobriété, de cette notion entre l'abstinence et la sobriété, parce que Laurence Côté, qui elle est complètement abstinente, parce qu'elle est tombée dans l'alcoolisme, elle prône plutôt la sobriété et de gérer sa consommation d'alcool. Et c'est vrai que l'équipe du film, en faisant le film, en le voyant, on a tous revu notre façon de consommer. On réfléchit plus. Moi, je sais que par exemple, maintenant, j'ai dit la semaine plus que les week-ends. Voilà. Et tu t'y tiens ? Ouais, assez bien. Quelques petits entorses, mais c'est assez rare quand même. Parce qu'à la base, tu pouvais boire tous les jours ? Ouais, je pense, et je m'en rendais pas nécessairement compte. Parce que de par le travail, on est souvent invité, des cocktails, des choses comme ça, et assez rapidement, on peut tomber dans un alcoolisme mondain, comme on le montre dans le film. Alors, je suis jamais devenue alcoolique, enfin, je crois pas, mais quoique, peut-être. Voilà, on peut se poser la question quand on commence à boire tous les jours et que ça manque. Mais en tout cas, là aussi où j'ai une révélation, c'est en voyant, je sais plus, un des derniers montages. Il y a un moment dans le film où les filles disent, donc ça commence jeune, quelle a été votre première relation à l'alcool et tout ça. Et là, tout d'un coup, ça s'est éclairé dans ma tête. Mon grand-père me donnait du pastis quand j'étais gamine, à 4 ans. Ah, il est pieds noirs, ouais, il nous mettait du sucre avec du pastis et il nous faisait goûter, quoi. Et moi, j'ai eu la même chose, hein, je veux dire, le petit sucre trempé dans le digestif, je pense que beaucoup de... Voilà, écoute, moi, j'ai pas eu ça du tout et ça m'a pas empêché de prendre ma première cuite à 13 ans et de continuer après tout le temps. Donc, c'est plus... j'ai l'impression que vous êtes là, vous avez fait ce film pour guérir quelque chose, à la limite, plus transgénérationnel, oui. Et peut-être même pour les générations d'après. C'est-à-dire que moi, je pense que le film aurait existé, ma belle-mère serait toujours là. J'en suis persuadée. Parce que c'était une époque où on ne pouvait pas aller en cure. Ouais, elle pouvait pas rentrer en... Enfin, ce que m'a dit toujours mon père, c'est qu'elle pouvait pas aller en centre d'elle-même, elle voulait pas y aller. Et lui ne pouvait pas la forcer à y aller. Et donc, il a vécu 10 ans d'alcoolisme sévère, mais il lui avait mis un éthylotest sur la voiture pour pas qu'elle puisse le démarrer. Hein. Donc, elle avait de l'eczéma dans les mains. Enfin, on a beaucoup souffert de ça, en fait. Et lui, au quotidien, un cauchemar. Mais le film est très drôle, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que ma belle-mère, j'aurais pas pu l'emmener voir un film plombant sur le sujet. Il fallait que ça soit une comédie, quelque chose d'enlevé, en disant, voilà, c'est un film où on va aller faire un rallye dans le désert. Qui donne de l'espoir. Et tout ça. Et je pense que vraiment, j'ai pas un compteur de savoir combien de vies on a sauvées, mais moi, je sais que déjà, concrètement, il y en a 10 par rapport aux gens qui sont sur le tournage, des vies qui sont sauvées. On pourra pas dire qui, quoi. C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que toute l'équipe, en fait, finalement, les gens présents, que ce soit certains acteurs, ou l'équipe technique, ou voilà, toute votre équipe, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui, pendant le film, se sont posés cette question-là ? Ah bah complètement, il y a même des comédiennes qui ont arrêté l'alcool, qui sont vraiment abstinentes. Alors pas nos rôles principaux, c'est pas commencer à lancer des rumeurs, mais non. Parce qu'elles elles boivent pas elles boivent un petit peu, mais de manière très très... Oui, on peut se poser cette question. En fait, elles n'ont pas ce problème. Elles sont touchées autour d'elles. C'est pour ça qu'elles ont voulu parler du film, un peu comme nous d'ailleurs, de la même manière. Et d'autres actrices ou acteurs dans le film, effectivement, se sont re-questionnés sur leur consommation. Parce que, en fait, le truc, c'est que ça va très très vite de boire un petit verre chez soi tout seul, en fait. C'est ça qu'il ne faut jamais faire. Voilà, exactement. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais boire un verre seul chez soi. Après, moi, j'en connais qui le font et qui se portent très bien. Disons qu'on te dit aux Narcotiques Anonymes que tu as perdu le contrôle de ta vie. Donc tu viens là, tu aboutis là quand tu as perdu le contrôle de ta vie. Et en fait, on a l'impression qu'il faut vraiment avoir touché le fond pour avoir envie d'arrêter. Et d'ailleurs, par rapport à ce film, je me demande aussi, en effet, si ça va pas justement aussi donner ce truc-là de se dire il faut avoir touché le fond, parce que est-ce que ça fait poser la question ou pas à des gens sur leur consommation justement du petit verre à la maison, le fait de voir des gens en cure, est-ce que c'est pas, on n'est pas en train de se dire mais ça c'est vraiment pas moi, parce que même moi qui est vraiment connu et qui fréquente les salles, parce que à la limite moi je suis pas alcoolique aussi, c'est pour ça que c'est pas mon histoire, c'était plus la cocaïne, mais c'est la même chose, hein. Non, oui, mais sauf que comme j'ai pas eu de cure et que j'avais pas une dépendance physique, je tremblais pas, parfois ça peut enfoncer les gens dans le déni, de se dire c'est pas moi. Sûr. Bah, je crois que le personnage d'Alice, en fait, il permet justement de s'identifier, en fait, et de se dire elle c'est festif, c'est peut-être 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, mais sauf qu'elle a pas de limite. Et donc ça, je pense qu'on peut tous s'identifier à elle. Et là, on se dit pas qu'elle a touché le fond. C'est vrai. On se dit elle vient juste parce qu'elle doit récupérer des foins. c'est ça, oui.
Parce que voilà, je peux pas tout dévoiler, mais voilà, exactement. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est quand même le personnage ou la petite jeune aussi qui est hôtesse de l'air. On imagine très bien aussi que voilà, c'est des métiers où on est un peu déraciné, on est tout le temps à droite à gauche, on part, on revient. Je pense que c'est pas facile d'avoir une vie un peu stable. Et donc voilà, c'est pareil, c'est des endroits où on peut se dire tiens, bah elle a pas touché le fond, mais voilà, il y a des endroits où il y a pas de limite. Et en fait, ça aussi, ça fait partie du spectre alcoolique maintenant. C'est pas l'alcoolisme, c'est pas que des gens qui boivent tous les jours tout seuls. C'est vrai, et pas que le matin dans des tasses à café. Non, mais j'avais même une histoire d'un mec qui venait aux Alcooliques Anonymes, qui se déclarait comme alcoolique. Le mec buvait une fois par an, mais jusqu'à crever. Quand il prenait la première goutte du premier verre, c'était terminé. Et en fait, ça s'appelle un alcoolisme. Voilà, il y a beaucoup différentes sortes d'alcoolisme. Et ce qui est vachement bien aussi dans les cures et dans les centres, c'est aussi, on dit, on veut pas savoir ce que vous consommiez, ni à quel produit, ni à quelle fréquence. On veut savoir à quel point vous aviez perdu la maîtrise de votre vie. C'est important de voir aussi pourquoi tu es là, quoi. Et là, on va chercher quand même... j'aime beaucoup les passages devant la psy en comment on appelle ça en face caméra. Alors ça, ils ont fait leur petit truc dans leur côté. Moi, j'étais pas du tout au courant. C'est hyper bien. J'ai reçu les rushs et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? J'ai dit c'est vachement bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Ouais, c'est comme un passage, c'est comme des entretiens d'embauche, quoi. Ouais, exactement. J'adore. Et ça a été très difficile, enfin t'en parles mieux que moi, mais sur le montage en fait, de savoir comment doser pour pas que ça devienne un documentaire et pour que ça touche quand même une ligne de crête. Et qu'on garde quand même nos trois personnages principaux, enfin nos trois actrices principales, qu'elles soient, elles continuent à être les héroïnes du film. Bien sûr. Parce que mais on apprend des choses. En fait, il y a plein de phrases qui vont faire mouche chez les gens parce que c'est que des phrases qu'on peut dire. Je sais pas, comment on peut vivre sans boire, c'est impossible, ce genre de phrase. On se le dit, moi, quand j'ai dû arrêter de boire parce que la cocaïne, ça allait avec, ça a pris 10 ans pour me dire, ok, donc t'as compris, tu vas plus pouvoir boire. Et je suis encore en train aujourd'hui d'essayer de boire, encore, souvent, de me dire, mais tu peux. C'est un combat à vie, quoi. Puis ça permet de faire le déni de manière assez frontale, parce que quand Michel Larocque dit non, moi franchement, je pense que j'ai plus un petit problème de sucre dans le sang que d'alcool. Bon, Elle est extraordinaire. Ça fait rire tout le monde. Et en même temps, tout le monde se dit, c'est vrai que souvent, enfin moi je sais que les gens où je me dis ils ont un petit problème d'alcool, si tu les attaques frontalement en disant je crois que je suis alcoolique, tout le monde va dire oh pas du tout. Alors vraiment. Jamais. Non mais c'est vrai. Elle représente très bien ça, très très bien. Et puis souvent quand t'es de famille aisée, quand t'as de l'argent, quand t'as pas, parce que souvent on croit que c'est des gens qui ont tout perdu, qui ont plus rien, qui ont plus de la maison, qui vivent dans la rue, qui sont sur un carton avec un chien. Non mais on imagine alors le tox. Pas du tout. Alors que ça représente toutes les classes sociales. Puis souvent même les plus aisés, bien beaucoup, sûr. Hein. Ce côté Desperate Housewives, on le connaît. Hein. De Souhélène, parlons de Souhélène. C'était mon surnom depuis mon adolescence jusqu'à il y a pas longtemps. Je sais pas si tout le monde aura la ref, mais mais c'est intéressant la représentation justement de Souhélène, par exemple. Je pense que ça a quand même vachement marqué les années 80-90 dans une représentation quand même assez négative de la femme alcoolique. Il y avait un côté un peu Souhélène, c'était très péjoratif. Quoi. Et puis maintenant, on peut le dire quand même, JR était un pervers narcissique. C'est une révélation. Et c'est pour ça qu'elle buvait. Bah oui. Évidemment. Mais derrière toutes ces femmes qui boivent, il y a des histoires incroyables et des histoires folles. Et puis c'est ça qu'on vient découvrir dans ce film. Est-ce que il y a des choses que vous n'avez pas pu dire dans ce film, que vous avez l'impression qu'il vous manque des... Enfin, pour vous, en fait, pour cette part réparatrice en vous, est-ce que ça a fait le job ? Vu qu'il devait durer 3 heures, que t'as ton premier montage que t'adores... Ça, c'est dur, hein. Ça, c'est dur. C'est terrible, ça. Ouais, parce que moi, je voulais monter tous les faces caméra, parce que c'était tellement bouleversant ce qu'elles disaient, toutes ces femmes, d'une manière... Et on peut pas, on peut pas en faire bonus. Ouais, exactement. Là où je me suis dit qu'il se passait quelque chose, qu'on touchait les gens au bon endroit, c'est quand on a fait la première projection au Majestic Passy chez Sophie Dulac pour la recherche pour le cerveau. C'était vraiment la toute première avant d'attaquer les Rotary et tout ça. Donc c'est public 16e arrondissement qui vont voir plus des films d'auteur. Donc franchement, j'étais un peu... fébrile. C'était la première fois qu'on montrait un public qui avait payé une place pour venir voir le film. Parce qu'avant, on avait fait des tests, des projo-tests. Et quand le film s'est arrêté, et je l'ai tout de suite appelé derrière. Je dis, écoute, je crois que vraiment t'as tapé au bon endroit. Ouais, t'étais en tournage. J'ai dit, je crois que t'as vraiment tapé au bon endroit parce que c'est incroyable ce qui se passe là. Les gens sont venus me serrer dans les bras, ils m'ont dit merci. Wow.
Merci d'avoir fait ce film. Merci. Donc, des chercheurs, des soignants, des gens qui n'ont rien à voir. Et alors, la salle pleine. Et là, je me suis dit, OK, préparez-vous. J'ai dit à Elsa et Valérie, parce que vous allez recevoir beaucoup de messages. On en reçoit tous les jours. Ouais. De gens sur Instagram. Et puis, les avant-premières, c'est incroyable. Les gens témoignent, les gens nous remercient. On a beaucoup, évidemment, de personnel aidant. Et donc ça, nous, on a beaucoup ça avec Contradiction. Je l'ai vécu. Et j'imagine, si c'est comme pour moi, je trouve que pour moi, ça m'a permis, en plus de réalisatrice, vraiment d'avoir l'impression de réaliser. Oui. C'est comme si je venais au monde pour quelque chose et que j'avais jamais su pourquoi j'étais là. Oui. Et que soudainement, et pourtant j'ai chanté, on m'a dit merci pour mes chansons, et on avait plein de fois, après les concerts, enfin ça m'est arrivé. Mais je ne me suis jamais sentie aussi à ma place et utile que quand tu as l'impression que peut-être il y aura une vie, même quelqu'un qui va s'en sortir parce que tu lui as donné la lumière pour le faire. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on voulait aussi rendre hommage aux aidants, aux accompagnants, parce que c'est incroyable le travail qu'ils font. C'est les samedis, les dimanches, le soir, gérer cette souffrance au quotidien, c'est fou, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment très, très admirable. Donc on voulait aussi parler d'eux. Je vois pas comment on peut ne pas aimer ce film. Je vois pas comment on peut ne pas se reconnaître dans chacun des mots, chacun des regards de Valérie. Tout est vrai, en fait. Donc c'est pas que pour les alcooliques du tout, en fait. Il y a quelque chose de la souffrance humaine. Ouais. Nous, on s'est dit ça quand on a été sélectionné à l'Alpe d'Huez, au Festival de la Comédie. Parce que le film, il est vraiment sur cette ligne de crête entre le drame et la comédie. Ouais. Il surfe là-dedans. Une comédie sociale. Ouais, exactement. Donc déjà, on était contents. On s'est dit, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Et après, le meilleur compliment qu'on a eu, il y a 2 choses qui se sont passées à l'Alpe d'Huez. C'est Gustave Kerven, qui faisait partie du jury, qui est abstinent. Qui a arrêté depuis, je pense, 1 an maintenant, un truc comme ça, et qui est venu nous voir, qui a félicité Elsa vraiment de manière très très chaleureuse, élogieuse, en disant franchement merci pour le film. Et j'ai dit écoute, ça valait le coup d'être à l'Alpe d'Huez juste pour entendre ça. Ouais. Je suis l'ambassadeur du film, j'en parlerai. Ok. Et quand on est descendu à Grenoble faire la première date d'avant-première payante, qu'on est arrivé face à une salle de 300 personnes, qu'il y avait Elsa et Louis-Julien qui interrogent le public en disant on est entre nous, qui c'est qui est touché par le sujet, de près ou de loin, et qu'il y a les 300 mains qui se sont levées. On est à Grenoble, hein. Après, on est allé à Lille. On est allé à Lille après. Hein. Ah oui, Lille c'est plus festif, mais il y a des endroits, je sais qu'il faut pas toucher à l'alcool. Ces gens, ils ont non, mais là, en l'occurrence, ils étaient plutôt pas trop dans le déni, et puis ils ont levé la main assez simple. Incroyable. Ouais. Et quand on est allé à Lille, ils étaient 3 à lever la main. Ouais, parce que c'est festif. Et eux, ils considèrent que c'est festif. Oui, il y a peut-être de la pudeur. C'est pas la même forme de boisson. Ouais. C'est moins. Non, mais c'est intéressant. Après, je sais pas comment c'est passé dans les autres villes. C'est plus jeune peut-être aussi à Lille. Non. En fait, c'est délicat parce que c'est toujours le film dans le film. En fait, moi, j'ai un peu arrêté de poser la question parce que les gens n'aiment pas tellement se mettre à nu par rapport à ça. Et donc, je préfère laisser les gens témoigner, enfin, ceux qui ont envie de témoigner. T'inquiète pas, ils vont venir à toi. Moi, à un moment donné, j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas parler à tous les toxicos d'Internet. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les gens, en fait, tu te rends compte à quel point ils sont seuls. Parce que s'ils viennent te parler à toi, c'est qu'ils ne savent pas à qui parler. Ouais, mais moi, je leur réponds toujours. Ouais. Parce que c'est important. Bien sûr. Ils ont usé leur entourage. En fait, moi, c'est comme si je voyais quelqu'un me noyer, que j'étais sur mon bateau peinard et que j'allais pas tendre la main. Et à la limite, si je réponds pas, c'est que je suis pas sur mon bateau peinard et que moi aussi, je suis en train de me noyer. Ça peut m'arriver. Et que à ce moment-là, j'ai pas envie d'aider. Quand moi, en fait, on te dit, je suis narcotique anonyme. Ne donne pas ce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc c'est pour ça qu'il faut instaurer vraiment il faut être bien dans ses baskets. Déjà, toi, tu bois pas. Donc il y a vraiment ce truc-là. C'est je bois un peu, important. Mais modérément. Ouais, mais c'est important pour pouvoir aider. On croit qu'on peut aider parfois quand on est soi-même dans le truc. C'est faux. Il faut déjà avoir fait un tel travail. Moi, je vois que c'est maintenant que j'arrive à vraiment aider. Quand j'étais dedans, que j'avais écrit Kérosène, un livre qui parlait de ça en 2019, non. Bien sûr. Wow, pour ce film. Ouais, là, tu vois. Et puis, je suis assez fan de ta musique et tout ça. Oh là, d'accord. Une dernière question, vu que vous avez été toutes les deux vous renseigner et aussi intégrer des groupes de parole, et notamment du programme des 12 étapes, le programme Minnesota. Vous avez vu qu'il y avait cette notion de spiritualité, j'imagine, qui est très très forte et qui permet beaucoup le rétablissement. Ici, on Dieu l'a pas. tel qu'on le conçoit.
Tout à fait. Non, je l'ai pas. Bon, c'est vrai parce que c'est très spécifique aux alcooliques anonymes et aux narcotiques anonymes, et que c'est très intime, que c'est très personnel, et donc je trouve que c'était pas évident forcément à mettre en image. Et voilà. Je suis obligée de rebondir parce qu'il y a quelque chose en fait qui va exactement dans la notion de foi, je trouve, qui est celle que Denis donne, la foi que Denis met en elle. Ouais. Et ça, en fait, c'est juste quelqu'un qui te veut du bien plus que toi. Ouais, c'est ça. Et c'est la même chose. Ouais. Donc moi, je trouve qu'on l'a. Et puis en plus, ça vient créer un désir et un élan vital qu'on voit dans le rallye, qui est incroyable. Moi, c'est la chair de poule. J'imagine que vous voyez les gens avec les yeux brillants dans la salle. Ah ben, on voit beaucoup de gens pleurer, mais rire aussi. Oui, non, mais on rit avec les yeux brillants. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est un film film merveilleux. C'est un film. Merci. C'est un film merveilleux. J'étais ravie de le voir en avant-première et j'espère que beaucoup de gens iront le voir. Ça me met les poils. Et j'aimerais rencontrer Valérie. Moi, je suis amoureuse d'elle. Voilà. Donc un jour peut-être. Elle est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.